ministre Pham Minh Chinh assiste à la célébration du 120e anniversaire de la province de Quảng Bình. Dans le delta du Mekong, le modèle de riziculture intelligente permet de réduire les émissions et d'augmenter le rendement tout en créant des crédits carbone. 5 arrondissements de Hanoï pilotent la classification des déchets solides à la source selon la feuille de route de la loi sur la protection de l'environnement. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Poursuivant la 7e session de la 15e législature, l'Assemblée nationale a débattu aujourd'hui des modifications de la loi sur la gestion et l'utilisation des armes, des explosifs et des équipements connexes. Les députés ont aussi discuté du projet de loi amendé sur la garde. Dans la matinée, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyễn Văn Hùng, a présenté devant l'Assemblée nationale le rapport sur la politique d'investissement du programme cible national de développement culturel pour la période 2025-2035. Demain, le 4 juin, débutera la séance questions-réponses à l'Assemblée nationale. Cette séance d'interpellation devrait durer 3 jours. Cet après-midi, le président Tô Lâm a rendu visite au commandement de l'armée de la défense aérienne et de l'air, saluant les exploits et les réalisations de l'armée de la défense aérienne et de l'air. Tô Lâm l'a appelé à continuer à œuvrer pour confirmer son rôle important au sein de l'armée populaire du Vietnam. Le chef de l'État a demandé à l'armée de la défense aérienne et de l'air de continuer à adopter des réformes pour améliorer la qualité des entraînements, devenir plus puissante et moderne et bien accomplir les tâches dans la nouvelle situation. Le président Tô Lâm a également insisté sur la nécessité de se concentrer sur l'édification du parti, de lutter résolument contre la corruption, les pratiques malsaines, les signes de dégradation, d'auto-évolution et d'auto-transformation. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté ce lundi à la célébration du 120e anniversaire de la fondation de la province centrale de Quảng Bình. Le chef du gouvernement a souligné le rôle important de Quảng Bình et sa contribution de plus en plus significative au développement national, mettant en avant des statistiques impressionnantes dans de nombreux domaines. L'économie provinciale a maintenu une croissance soutenue avec un taux moyen de 7,9% par an entre 1991 et 2023. Le tourisme a émergé comme un secteur clé, affirmant sa position tant sur le marché domestique qu'à l'échelle internationale. Pham Minh Chinh a exhorté Quảng Bình à continuer de faire preuve de résilience et de détermination pour promouvoir ses atouts, atteindre les objectifs de développement et de contribuer ainsi à l'édification et à la défense de la patrie. Ces dernières années, de nombreuses localités du Vietnam ont promu la réforme des procédures administratives et mis en place des mécanismes politiques conformes aux exigences de l'intégration économique internationale. Ho Chi Minh Ville en est un exemple. La mégapole du Sud a adopté des réformes en matière de promotion des investissements et accru le dialogue avec les entreprises pour attirer les capitaux IDE. Grâce à ces réformes, au cours des 5 premiers mois de l'année, Ho Chi Minh Ville a été la première localité à attirer de nouveaux projets d'investissement étrangers. De nombreuses nouvelles opportunités d'investissement sont également ouvertes. En plus d'appliquer les douanes électroniques, la direction des douanes de gestion des biens d'investissement de Ho Chi Minh Ville a créé un groupe communautaire pour accélérer les procédures pour les entreprises. Ce groupe nous aide à résoudre les problèmes à distance. Nous n'avons plus besoin de nous déplacer dans plusieurs endroits pour effectuer les procédures. Nous envoyons les nouveaux documents aux entreprises. Il y a toujours du personnel pour répondre aux questions par téléphone. Plus de 4000 entreprises à capitaux étrangers ont vu leurs documents traités. Depuis le début de l'année, plus de 290 000 déclarations ont été effectuées. Selon la direction des douanes,
Les solutions visant à réformer les procédures administratives et à créer des conditions favorables aux entreprises sont la clé pour alimenter les recettes budgétaires et attirer les investisseurs. Nous organisons périodiquement des conférences de contact professionnels pour reconnaître les difficultés, les problèmes et répondre aux questions des entreprises. Les problèmes sont résolus rapidement. Le groupe de travail chargé de résoudre les difficultés et les problèmes des entreprises IDE vient d'être créé par le comité populaire de Ho Chi Minh Ville. Les entreprises peuvent rencontrer directement les autorités chaque mois ou envoyer des recommandations au groupe de travail. La ville a répondu à nos questions concernant le projet de formation d'ingénieurs dans le domaine des semi-conducteurs et a proposé des politiques de soutien aux investisseurs. De plus, la résolution numéro 98 nous a beaucoup aidé dans les démarches administratives. À partir de fin juin, Ho Chi Minh Ville supprimera les frais pour 5 procédures administratives lors de l'utilisation des services publics en ligne, dont les procédures de permis de travail pour les étrangers travaillant au Vietnam, l'enregistrement des entreprises ou la délivrance des permis de construire. Ce changement a été reçu positivement par le monde des affaires, augmentant la confiance dans les investissements des entreprises à Ho Chi Minh Ville. À partir d'aujourd'hui, 4 banques commerciales publiques sont autorisées à vendre des tailles d'or aux particuliers. Il s'agit des banques Agribank, Vietcombank, Vietinbank et BIDV, en plus de la compagnie de joaillerie de Saigon SJC. Ces dernières sont les seules autorisées à acheter des lingots d'or SJC auprès de la Banque d'État et à les vendre au public. Cette décision stratégique vise à promouvoir la stabilité du marché et à assurer un marché de l'or équilibré. Le prix de vente de lingots d'or est déterminé sur la base des prix d'achat de l'or SJC fixés par la Banque d'État pour 4 banques commerciales publiques et la compagnie SJC. Selon un rapport de la Banque mondiale, l'agriculture est le 2e secteur le plus émetteur, représentant environ 19% des émissions nationales totales en 2020. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans la production de riz au Vietnam est principalement due à une intensification agricole non durable. C'est pourquoi le modèle de riziculture intelligente pour vendre des crédits carbone a été déployé avec l'objectif de réduire les émissions et d'augmenter la production de riz. Selon les estimations, un hectare de riz produit en moyenne de 3 à 4 crédits carbone, chacun étant vendu au prix de $20. Il est important de noter que la productivité du riz selon la nouvelle méthode est plus élevée que celle de la riziculture traditionnelle, aidant à réduire l'utilisation d'eau, de pesticides et d'engrais. Les coûts sont réduits au minimum et l'utilisation d'engrais et de pesticides est maintenue à un niveau modéré. En plus de produire des grains de riz jaune vif, le rendement est au moins 10% plus élevé. Si auparavant les gens ne pouvaient récolter que 8 tonnes de riz, ce nombre est désormais passé à 9 tonnes. Cela prouve l'efficacité de ce modèle de riziculture. Pour vendre des crédits carbone issus de la riziculture, les agriculteurs doivent limiter le brûlage de la paille et accroître l'utilisation de biofertilisants pour réduire les émissions de méthane et de carbone. De plus, ils doivent se conformer aux procédures d'évaluation et de déclaration des crédits carbone. Les agriculteurs doivent prendre des photos et les télécharger sur l'application pour mesurer les émissions, ce qui les oblige à être proactifs. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des avertissements. Après 2 avertissements, les crédits carbone ne seront pas comptabilisés pour ce champ. Actuellement, la superficie rizicole du Vietnam s'étend sur environ 7 millions d'hectares. Il s'agit d'une offre abondante pour vendre des crédits carbone afin d'ajouter de la valeur au riz. Plus important encore, le modèle de riziculture intelligente associé à la vente de crédits carbone aide les agriculteurs non seulement à réduire les coûts d'investissement mais aussi à améliorer la productivité du riz. Plus de 20 000 tonnes de litchis de la province de Bắc Giang ont été écoulées, dont plus de 14 000 tonnes sur le marché intérieur et le reste exporté vers la Chine, les États-Unis et le Japon.
Bắc Giang est la plus grande zone de production de litchi du pays. Actuellement, les agriculteurs ont récolté les litchis précoces et les ont vendus au prix de 25 à 70 000 dong le kilo. Dans les temps à venir, Bắc Giang se concentrera sur les activités de promotion de ces litchis. De nombreuses entreprises ont signé des contrats avec des jardiniers pour acheter et exporter des litchis pendant la saison de récolte principale qui arrivera dans quelques semaines. Cette année, la production de litchi de Bắc Giang est estimée à 100 000 tonnes. Tout de suite, notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le Vietnam participe aux activités de maintien de la paix de l'ONU depuis 2014, bien qu'il y ait rejoint plus tard que de nombreux autres pays. Mais le Vietnam a été très apprécié par les Nations Unies pour ses contributions significatives au cours des 10 dernières années. Les casques bleus vietnamiens ont laissé une bonne impression aux chefs de mission, au commandement des forces militaires et à leurs collègues internationaux. La troupe du génie de l'armée vietnamienne a récemment inauguré la nouvelle caserne au sein de la base de Hai Huy. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mission intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Hai By. Il s'agit de la première caserne intelligente des missions de l'ONU. Le succès de ce projet démontre les efforts, la créativité et la détermination des casques bleus vietnamiens à Hai By. C'est un résultat impressionnant. Les casques bleus vietnamiens ont achevé ce projet dans les plus brefs délais. Ils ont transformé Hai Huy, l'un des sites les plus délabrés, en l'une des bases les plus modernes de la mission. Ben Thieu, une ville du Soudan du Sud, est en conflit depuis de nombreuses années. Les conditions de vie ici sont extrêmement mauvaises. Par conséquent, la rotation 5 de l'hôpital de campagne de niveau 2 du Vietnam s'est portée volontaire pour fournir des soins de santé et des médicaments à la population locale. Je suis très reconnaissant pour les soins et le dévouement des médecins militaires vietnamiens. Même si l'examen médical et le traitement de la population locale n'étaient pas de leur devoir, ils le faisaient de tout leur cœur. Pour aider les pauvres à améliorer leur vie, la force vietnamienne de maintien de la paix de l'ONU à Hai By a appris aux habitants à cultiver des légumes et d'autres cultures. Elle a également aidé les habitants à construire des routes et des écoles. Les casques bleus vietnamiens sont même devenus des enseignants pour les enfants. Leur travail acharné et leurs efforts ont été très appréciés par la population locale. Ils n'ont jamais dit non. Toutes les tâches sont effectuées très rapidement avec une attitude joyeuse et amicale. Je suis très reconnaissante de ce que l'équipe du génie vietnamien a fait. Auparavant, nos conditions d'enseignement étaient très mauvaises. Avec de nouvelles classes, les enfants sont plus motivés pour aller à l'école. Je n'ai jamais vu une force de maintien de la paix aussi solidaire et dévouée. Les soldats vietnamiens sont prêts à aider les résidents partout et à tout moment. Nous espérons que les populations locales pourront changer leur vie. Malgré les barrières linguistiques, les deux mots Vietnam ont toujours été pris à cœur par les populations locales. À partir du 1er juin, 5 arrondissements de Hanoï pilotent la classification des déchets solides à la source. Les arrondissements de Hai Ba Trung et Ba Dinh sont prêts à déployer la collecte de 4 types de déchets conformément à la réglementation, à savoir les déchets recyclables, les déchets dangereux, les déchets encombrants et les déchets ménagers solides. Cette activité fait partie de la feuille de route de la loi sur la protection de l'environnement et sera mise en œuvre de manière synchrone à partir du 1er janvier 2026. La capitale ridait les gens sur la manière de trier les déchets et a développé des plans de collecte et de sélection des emplacements pour recevoir les déchets encombrants et dangereux.
Le quartier Phap Linh Ho est le premier lieu de mise en œuvre de cette phase pilote. Les gens sont aussi très sensibles à ce travail de tri des déchets, car c'est bénéfique pour leur santé et l'environnement. Dans l'arrondissement de Hai Ba Trung, la quantité de déchets générés chaque jour est d'environ 360 tonnes. Les déchets recyclables en représentent environ 2%. Pour collecter ces 2%, les agents d'assainissement de l'environnement recevront un sac de déchets recyclables. Si les gens trient bien les déchets à la source, la quantité de déchets collectés diminuera. Nous n'aurons plus besoin de trier comme avant. Changer la conscience des gens n'est pas chose facile. Cette attitude est installée depuis longtemps et il faut du temps pour changer. Il est nécessaire de diffuser les réglementations légales pour que les gens puissent les comprendre. Actuellement, de nombreux quartiers de Hanoi ont une population dense et l'infrastructure technique est stable. Il n'est donc pas facile de choisir un point de collecte pour les déchets encombrants. Nous avons convenu de choisir la rue Ohama comme lieu de réception des déchets réutilisables. Avec une superficie de 200 mètres carrés, ce lieu a de quoi répondre aux besoins des pilotes. Dans 23 quartiers de 5 arrondissements urbains de Hanoi, chaque quartier dispose d'un point de collecte des déchets encombrants. Les gens peuvent appeler l'unité de collecte ou l'apporter le week-end. Au cours des 5 premiers mois de cette année, le Vietnam a accueilli 7,6 millions de visiteurs internationaux, soit 3,9% de plus qu'avant l'épidémie. Ce résultat démontre la forte reprise du tourisme grâce aux politiques ouvertes et aux efforts du gouvernement et de l'ensemble du secteur touristique. Toutefois, pour accroître la compétitivité du tourisme vietnamien en 2024, des solutions plus radicales sont nécessaires. Au mois de mai, la Chine s'est hissée à la première place parmi les marchés d'envoi de touristes au Vietnam. Mais sur les 5 mois, la République de Corée était le plus grand marché, suivi de Taïwan de Chine, des États-Unis et du Japon. Les Sud-Coréens ont tendance à voyager au Vietnam car il y a de nombreuses lignes aériennes et des produits touristiques adaptés. Les marchés européens ont connu une croissance de plus de 57% grâce à la politique de visa de plus en plus ouverte. Toutes les procédures de visa sont simples et rapides. Nous pouvons séjourner assez longtemps au Vietnam. Cet été, nous proposons des produits très variés et prévoyons d'accueillir environ 150 000 voyageurs étrangers, venant tant par voie terrestre, aérienne que maritime. À partir du mois de juin, c'est la basse saison pour le tourisme international, mais le pic du tourisme estival. Les 5 premiers mois ont enregistré 52,5 millions de touristes nationaux. Selon les experts, le tourisme intérieur connaîtra une percée s'il y a une chaîne de liens plus étroite entre les agences de voyage, les services et les infrastructures de transport aérien. Il s'agit de la plus grande lacune pour laquelle l'indice de compétitivité du tourisme vietnamien a baissé dans le rapport récemment publié par le Forum économique mondial. L'offre ne répond pas à la demande. Le marché de vols intérieurs sera certainement très animé. Nous renforcerons la coordination avec les organismes et les ministères pour améliorer l'indice de compétitif du tourisme vietnamien. Pour accroître la compétitivité, il est important de développer de nouveaux produits, de bien gérer l'environnement des destinations et de promouvoir davantage les atouts culturels uniques du Vietnam. Cette année, le Vietnam vise à accueillir 18 millions de visiteurs internationaux et 110 millions de visiteurs nationaux. Pierre Thiam est un chef, auteur et activiste connu pour avoir introduit la cuisine ouest-africaine dans le monde. Ces dernières années, son nom est devenu de plus en plus célèbre dans le monde culinaire avec 4 livres de cuisine publiés et 2 restaurants haut de gamme à New York. Mais peu de gens savent que ce célèbre chef sénégalo-américain a trouvé une inspiration culinaire sans fin dans la cuisine vietnamienne. Découvrons sans plus tarder l'histoire unique du voyage culinaire du chef Thiam et les éléments qui l'aident à harmoniser les cultures culinaires des 2 continents. Je viens d'un pays où la cuisine est réservée aux femmes.
Au Sénégal, je n'ai jamais vu un homme cuisiner. Mon père n'a jamais cuisiné, mes oncles non plus. Seulement l'oncle Jean, parce qu'il vient du Vietnam, cela m'a vraiment fasciné. Je me souviens encore de la première fois que je suis allée visiter la maison de l'oncle Jean pendant les vacances d'été. Ce jour-là, chaque été, nous étions envoyés chez nos parents et marraines. C'était aussi la première fois que je mangeais de la nourriture vietnamienne, une cuisine très étrange pour moi. Il y avait des rouleaux de printemps, des légumes, notamment le pho que l'oncle Jean cuisinait très bien. Ces plats étaient extrêmement délicieux. Je les aimais tellement. J'avais l'impression d'être immergée dans un paradis culinaire. Pour moi, l'oncle Jean est vraiment un héros. Aucun homme ne sait cuisiner aussi bien que lui. Plusieurs années plus tard, je l'ai invité à New York pour travailler comme consultant pour mon restaurant. Surtout, il m'a appris la façon d'utiliser la sauce de poisson et de produire la propre sauce de poisson. Nous sommes allés ensemble au marché aux poissons, avons acheté les ingrédients, les avons mis dans de grands tonneaux et les avons recouverts de sel. Puis nous avons laissé les poissons cuire pendant 6 mois. En attendant qu'ils sentent et dégagent une sauce merveilleuse. J'ai appris toutes ces techniques auprès de l'oncle Jean. L'oncle Jean possède un petit jardin où il cultive toutes sortes d'herbes aromatiques, notamment du piment, des tomates, des fines herbes, de la citronnelle et de la coriandre. Chaque fois qu'il cuisine, il va au jardin, cueille lui-même les herbes aromatiques. C'est aussi une leçon pour moi. Plus c'est frais, plus c'est savoureux. Si je les achète au marché, je ne saurais pas d'où proviennent ces légumes. Mais si ces légumes sont cueillis directement dans le jardin, c'est le début d'un plat délicieux. Au Sénégal, Tangana est l'endroit où les gens commencent leur journée. Nous venons ici pour le petit déjeuner et nous prenons un bon repas. Chaque fois que je retourne au Sénégal, je viens ici pour le petit déjeuner. Cette boisson existe depuis plus de 30 ans. Nous ne buvons pas de Starbucks, mais nous buvons cette boisson, une boisson assez similaire au café au lait vietnamien. Le vendeur doit remouiller vigoureusement pour créer une couche de mousse de lait. Quand j'ai mangé des rouleaux de printemps pour la première fois, leur saveur, un plat riche, m'a vraiment impressionné. On enveloppe le rouleau de printemps dans une feuille, puis ajoute un peu de menthe et trempe l'eau dans un bol de sauce de poisson. Le goût croustillant des rouleaux de printemps frits se mélange à l'arôme des légumes, le tout créant un ensemble de saveurs inoubliables. Nous venons de cultures différentes, avec des cuisines différentes. D'être un ambassadeur culinaire est quelque chose de très significatif pour moi. Lorsque tout le monde se met à table pour manger ensemble, toutes les barrières sont levées, tout le monde peut facilement se parler. C'est difficile de décrire ce que j'ai vécu. J'ai découvert et expérimenté une grande diversité de cultures. Chaque fois que je cuisine, ce que j'aime le plus est le lien entre moi, les ingrédients et les personnes qui vont manger mes plats. C'est ce que j'aime le plus en devenant chef de cuisine. En fin de journal, découvrons tout de suite les prévisions météo.
Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.